Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF consacré aux relations des Français et du droit dans une atmosphère probablement de contestation du droit et de la justice. Et cette émission a lieu à l'occasion de la rentrée solennelle de la faculté de droit de l'Université de Versailles-Saint-Quentin le 18 novembre. Marie-Emma Boursier, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes doyen de cette faculté de droit. Et donc vous allez nous expliquer pourquoi il y a une rentrée solennelle. Il n'y en a pas dans toutes les universités, je suppose. Non, exactement. C'est une tradition maintenant. Ça fait la 15e rentrée solennelle qui a pour but d'honorer les étudiants, les plus méritants de la faculté, et puis aussi de montrer notre communauté universitaire avec fierté dans les missions de service public que nous accomplissons. Alors je dis doyen, j'ai pas osé mettre d'article. On dit le doyen, la doyenne non, parce que probablement il y a des enseignants qui sont plus âgés que vous. Donc. Voilà, puis la doyenne non, parce que c'est comme les points du milieu, je préfère éviter. Et en revanche, doyen ou le doyen. D'accord. Doyen, oui, tout à fait. Doyen. Frédéric Champagne, bonjour. Bonjour. Vous êtes le bâtonnier du barreau de Versailles depuis 2 ans. Vous arrivez presque en fin de mandat. C'est en fin de mandat. Fin décembre, je laisserai la place à mon successeur. C'est un soulagement ou au contraire un regret? Oh non, il y a du regret. Il y a plus de regret et de soulagement. J'aurais bien continué encore un petit peu, oui, sans problème. Oui, le bâtonnat dure 2 ans. Hein. Dans 2 ans, voilà. Avec l'impossibilité de se présenter à l'issue avant Absolument. Un délai de carence. Oui, sinon vous aurez été bâtonnier à vie. Non, mais je me serais peut-être représenté. Geoffrey Meyer, bonjour. Bonjour. Alors vous serez peut-être un jour bâtonnier. Vous êtes en tout cas avocat au barreau de Versailles et vous êtes secrétaire de la conférence du stage. Absolument. Vous êtes un jeune avocat. Absolument, et moi aussi, je rends le mandat à la fin de cette année. Et oui, c'est ça. Ça, c'est pour 2 ans aussi. Alors, en principe, c'est que pour un an, hein. Mais les circonstances particulières dans lesquelles s'est déroulé notre mandat en 2020 a conduit alors un bâtonnier généreux à renouveler notre mandat pour une année supplémentaire. Donc nous avons été, je crois que nous sommes peut-être la seule promotion à avoir été secrétaire de la conférence pendant 2 ans, en raison des circonstances particulières liées à l'épidémie de Covid. À l'épisode du Covid, voilà. Marie-Emma Boursier, donc cette rentrée solennelle de la faculté de droit, vous l'avez placée justement sur le spectre des relations entre les universitaires et les avocats. Voilà, il s'agit de mettre en avant les liens que les universités, les facultés de droit en particulier, ont avec le monde judiciaire, juridique. Donc chaque année, nous choisissons une personnalité. Il y a eu François Molins, c'est venu nous rendre visite, le ministre Urvoas. C'est plus naturel encore, sans doute, les liens avec le barreau de Versailles et le barreau de Paris, puisque le bâtonnier de Paris, Olivier Cousy, sera également présent, parce qu'une grande majorité de nos étudiants se destinent à la profession d'avocat, et que les liens sont historiquement importants, tant dans la formation, au fond, dans les échanges, dans les rangs dont sont issus les avocats, et dans nos préoccupations communes aussi. Et je crois que c'est ce sur quoi je souhaiterais mettre l'accent ce soir, autour de la liberté d'expression, qui, pour nous, avocats comme universitaires, est au fond l'exercice d'une liberté professionnelle qu'il me semble nécessaire de défendre très ardemment. On va en parler d'ailleurs. Vous-même, vous avez été avocate ? Oui, mais très brièvement, tout en restant enseignant-chercheur. Voilà, je suis avocat pénaliste spécialisé dans les questions de compliance, et j'ai été avocate 2 ans au barreau de Paris, pour voir un peu ce que faisaient mes étudiants au sortir du master que je dirigeais. C'est un très beau métier qui n'est pas le mien, mais ça a été une expérience très enrichissante. Un métier difficile, mais un très, très beau métier. Il y a des liens entre... Il y a des avocats qui enseignent aussi. Oui, il y a beaucoup. Et est-ce qu'il y a une grosse différence entre justement ce qu'on apprend aux étudiants, c'est-à-dire qu'il y a un peu la théorie du droit, et puis la pratique quand on arrive... Peut-être Geoffrey, quand on arrive dans un cabinet, est-ce que c'est très différent au fond? Alors oui, il y a beaucoup de choses. Alors, effectivement, lorsqu'on arrive dans un cabinet, on découvre beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement enseignées dans le cadre de l'université, mais ce qui est absolument certain, c'est que ce que l'on apprend dans le cadre des cours de droit qui sont dispensés sert de base et sert de référentiel à ce que derrière sera la pratique. Donc effectivement, tous les aspects pratiques d'un cabinet d'avocats ne sont pas et ne peuvent pas être enseignés dans le cadre de l'université, mais par contre, tout le bagage théorique nécessaire à l'exercice de la profession est bien sûr enseigné à l'université, et c'est ça qui nous permet derrière d'être des professionnels relativement accomplis. Maître Champagne, justement, les liens entre l'université et le barreau, c'est important.
Ah, c'est essentiel, oui, c'est essentiel. D'ailleurs, enfin, il y a même une place du barreau au sein du conseil d'administration de la faculté. Donc, il y a une vraie interaction et c'est vrai, un échange constant sur la formation continue, sur la formation initiale, étant précisé effectivement que la théorie, les fondations de ce que vont devenir les avocats, c'est la faculté et les enseignements, et puis le lien, la transition entre cet enseignement théorique ou un peu pratique déjà, dans le cadre des travaux dirigés, va être fait par l'école d'avocats ensuite, durant le temps de la formation, avec les stages, avec une formation un peu plus axée sur le pratique que l'université. Mais les deux n'existeraient pas l'un sans l'autre. Il me semble que c'est fondamental, ce que vous évoquez, c'est-à-dire que l'objet de l'université, c'est la théorie, c'est pas un gros mot, c'est la théorie. C'est vraiment non, parce que certains étudiants finalement nous réclament plus de pratique, on leur apprend à réfléchir, on leur apprend à l'université c'est fait pour ça, à raisonner, à chercher, et c'est notre rôle. Et les avocats remplissent très bien leur rôle aussi dans les écoles professionnelles, qui sont des écoles d'application. Donc il y a vraiment d'une grande complémentarité entre nos professions. Oui, d'ailleurs, il y a maintenant, ce qui n'existait pas autrefois, mais une école d'avocats. Enfin, voilà, il y a une formation. Avec une formation qui est à la fois qu'on pourrait qualifier de théorique, même si elle est accentuée sur l'aspect pratique de notre profession, et puis des stages au sein des cabinets pour, là, cette fois, envisager la mise en application de la théorie apprise à l'université. Alors, dans les sources traditionnelles du droit, il y a évidemment la loi, puis on dit la jurisprudence, évidemment, et la doctrine. Alors, la doctrine, c'est plutôt vous, et la jurisprudence, c'est plutôt eux. On pourrait dire ça comme ça. Oui, alors il faut rester très modeste. Je pense que la doctrine accompagne, donne des idées, anticipe aussi. Il y a quand même Internet, la procréation médicalement assistée. Il y a beaucoup de sujets de société dont on parlera certainement tout à l'heure qui initient de nouveaux mouvements, de nouvelles demandes, de nouveaux préjudices au fond. Donc la doctrine est chargée au fond d'accompagner, d'expliquer cela et puis de former ensuite les étudiants. C'est la spécificité de l'université. La formation à l'université est basée sur la recherche en fait. Et cette recherche, c'est ce qu'écrivent les enseignants-chercheurs et comment ils analysent et la jurisprudence, les évolutions jurisprudentielles, législatives. Est-ce que vous diriez qu'on est dans un monde justement où le droit évolue de plus en plus vite ? Ou la demande peut-être. C'est-à-dire qu'on a quand même aujourd'hui une réaction. Enfin, il y a souvent, on pourrait presque associer, dans certaines matières en tout cas, une réforme à un fait divers. C'est-à-dire qu'on attend toujours une réponse législative à un fait divers dont on estime un peu rapidement d'ailleurs que la solution ne se trouve pas dans le droit positif, ce qui n'est pas toujours le cas, soyons très clairs. Donc oui, il y a une réponse qui est quelquefois peut-être un peu trop impulsive, on va dire, un peu trop épidermique. On ne prend pas le temps de la réflexion, on légifère, pour s'apercevoir ensuite que les dispositifs existaient peut-être déjà, qu'il fallait d'abord les mettre en application avant de les critiquer. Oui, c'est très vrai en procédure pénale, qui est devenue quasi incompréhensible et inabordable, presque pour les magistrats, j'imagine, aussi, que pour les avocats. Enfin, voilà, moi, je trouve ça très complexe, l'enchevêtrement des modifications qui répondent souvent, en effet, plus à une pression médiatique, à un besoin juridique, mais après, il y a un phénomène de fond qui est quand même la complexification des rapports sociaux, la complexification due aussi à la mondialisation, qui appelle aussi de nouveaux échanges et donc de nouvelles réponses juridiques. Donc les deux phénomènes sont certainement mêlés. Alors on va aborder le premier thème de cette émission, ce qui est justement la poussée. Il y a des phénomènes contradictoires. Il y a la poussée du droit, il y a peut-être la contestation du droit aussi, mais il y a vous parlez peut-être d'une inflation des normes, enfin des règles juridiques. Ça fait partie de cette poussée du droit. C'est le premier thème de cette émission. Alors, il y a un mot difficile à prononcer, mais je vais essayer. Judiciarisation de la société. Ça existe vraiment ? C'est-à-dire qu'on va de plus en plus au procès. Je ne suis pas totalement certain, d'autant que la tendance actuelle, y compris législative, est de favoriser de plus en plus la médiatisation, c'est-à-dire la médiation, pardon, la médiation. La médiatisation, c'est d'ailleurs un des travers. Ça existe aussi. Ça existe aussi. Non, la médiation, qui peut même devenir un préambule obligatoire dans certaines procédures, c'est-à-dire qu'il est demandé de manière impérative aux parties de chercher d'abord si aucune médiation n'est possible avant de judiciariser le différend qui les oppose.
Mais oui. Non, pour le coup, je suis parfaitement d'accord avec Monsieur le bâtonnier sur ce sujet-là. Alors, je suis d'accord avec lui, non pas parce qu'il est bâtonnier, parce que je pense exactement la même chose. Alors, vous avez tenté judiciarisation, je vais me tenter à déjudiciarisation. Ah oui, c'est vrai que c'est la grande tendance actuelle où on voit que dans beaucoup de matières, on sort de l'office du juge certaines prérogatives pour permettre que soit les parties, soit des intervenants externes qui ne sont pas des intervenants nécessairement judiciaires puissent proposer des solutions, alors soit à un litige, soit lorsqu'il y a un accord, que cet accord puisse être mis en place. Je pense notamment au divorce par consentement mutuel qui a été déjudiciarisé il y a 2 ans, où on a... C'est vrai, il n'y a plus besoin du juge. Alors on ne fait plus intervenir le juge, en réalité, ce sont les avocats qui rédigent, alors un avocat pour chaque partie, qui se mettent d'accord sur les modalités du divorce, qui ensuite rédigent une convention et la font derrière enregistrée par un notaire. On ne passe plus, sauf ça, c'est aussi une réponse à spécificités. l'embouteillage des tribunaux. Non, c'est vrai qu'on a dû sortir un certain nombre de domaines du juge parce que il y avait trop d'affaires, non? C'est plutôt ça qui est... Non, Oui, je pense que le développement actuel des modes alternatifs de règlement des différends, il est très clairement aussi une réponse du monde de la justice à l'insuffisance de moyens. Oui, absolument. Évitons l'engorgement des juridictions qui, de toute façon, n'ont pas les moyens de faire face à la demande des justiciables. Exactement. Mais vous parliez tout à l'heure de liberté d'expression. On a l'impression quand même qu'aujourd'hui, autrefois ça pouvait se résoudre dans un débat, dans une confrontation. Aujourd'hui, on va volontiers au procès, non? On en voit beaucoup, de procès sur... J'allais presque dire malheureusement non. Sur certains points les plus précis sans doute. Alors peut-être pour revenir, si vous le permettez, sur cette question de judiciarisation, j'ai un point de vue un peu peut-être décalé par rapport à cela. Si on s'inscrit dans le temps, je pense qu'il y a eu un phénomène de judiciarisation. Et ça dépend de ce qu'on entend par cette judiciarisation. Si c'est la place croissante de l'institution judiciaire, fût-ce au sens large, dans la vie de la société, moi je parlerais quand même de judiciarisation sans avoir votre expérience au contentieux, donc plus largement avec l'implication des acteurs sociaux qui saisissent le juge, au fond, avec aussi la justice qui est sollicitée pour résoudre des questions de société, qui après renvoie à d'autres instances plus à même de le faire, et puis quand même sans doute avec la place des affaires politiques qui arrivent dans la sphère judiciaire. Et tout cela, pour moi, fait partie de cette judiciarisation parce que je pense que ça a vraiment une implication sur la conception de l'État, au fond. Et pour répondre plus précisément à votre question sur la liberté d'expression, aujourd'hui, il me semble que le danger ne vient pas de l'État, ne vient pas des pouvoirs de façon extérieure comme ça. Je pense que le danger vient plutôt d'un mélange de médiatisation, d'influence, de politiquement correct, de culture, de l'annulation, qui font un cocktail détonnant d'autocensure, au fond, de certains d'entre nous, dont les avocats, potentiellement les enseignants-chercheurs. Et pour moi, le vrai risque aujourd'hui d'atteinte à la liberté d'expression, c'est celui-là. C'est-à-dire une forme d'autocensure des uns et des autres pour ne pas mettre ou s'exposer à des critiques de groupes de pression qui promeuvent des sensibilités. Alors, ma difficulté avec cela, c'est que moi, j'ai ma sensibilité, vous avez la vôtre. Laquelle est plus légitime que l'autre? Moi, je ne laisse que le législateur décider de cela, pas un groupe de pression, vous voyez. Donc, c'est en cela, pour moi, qu'au fond, quand on arrive devant un tribunal, en droit de la presse, en droit pénal de la presse, on est sur quelque chose qui a, au fond, le mérite d'être tranché par le droit. Et c'est tout ce qui se passe hors droit qui, pour moi, est plus préoccupant qu'aujourd'hui. Hors droit, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, notamment mais dans notre vie quotidienne, la faculté a organisé, il y a 2 ans, la projection d'un film dans le cadre de nos partenariats avec le cinéma de Saint-Quentin, du film de Roman Polanski. Oui, ça a suscité une polémique. Que nous avons dû réaliser cette projection sous protection policière parce que j'ai eu des lettres de menaces d'associations d'étudiants qui considéraient que les soupçons, et ou avérés ou non, en tout cas pas encore judiciairement tranchés sur le territoire français, d'infractions reprochées à Roman Polanski, devaient entraîner la suppression de cette programmation. Donc on fait un procès à Roman Polanski, mais pourquoi pas
à Émile Zola, à Balzac, etc. Donc, sur quel On fondement le voit sur des juge de peintres cela Vous voyez, enfin, qu'on n'expose plus aujourd'hui parce que voilà. Mais c'est ça, la culture de l'annulation, oui. et ça nécessite un choix social, de notre contrat social. Et c'est préoccupant, selon vous, cette tendance, justement, à la censure, enfin, au fond. C'est une vraie préoccupation parce qu'en fait, on va confier le rôle de juge à des gens qui n'en sont pas. Oui. C'est-à-dire que chacun va se retrouver devant, avec un niveau d'information dont on sait aujourd'hui qu'il est d'abord prend sa source dans les réseaux sociaux, ce qui est une vraie préoccupation, et puis qui va donner le sentiment à celui qui lit tout ça qu'il est apte à juger, en méconnaissant la règle de droit, peu importe, mais en se faisant une opinion sur l'opinion des autres. Et ça, c'est dramatique. C'est-à-dire que le procès, on se demande aujourd'hui où il a lieu et quel est le plus sévère. Quel est le plus sévère. Le procès hors les murs, il est déjà depuis voilà. très Et longtemps. c'est vrai que l'augmentation et l'inflation de l'utilisation des réseaux sociaux n'a pas arrangé les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de choses qui passent. Et ça a des vertus, ça a certaines vertus, notamment celle de l'information. Mais ça a sans doute des défauts. C'est celui de la nécessaire autocensure de ceux qui ne veulent pas se retrouver jugés par ceux qui ne sont pas des juges et qui n'ont commis aucune infraction, mais ne sont pas d'accord, ou ont une opinion différente de ce que vous exposiez tout à l'heure, et ne veulent pas prendre le risque d'être critiqués ou très clairement vilipendés via ces mêmes réseaux. Il y a une des questions qui se posent, d'ailleurs, c'est celle de la prescription dans vos cas d'affaires. Parce que c'est vrai que parfois l'opinion, alors après, je ne juge pas s'il a raison ou tort, mais s'empare d'affaires que la justice ne peut plus connaître puisque les faits sont prescrits. Dans les affaires de viol, dans les affaires... L'affaire de Polanski, par exemple, est un peu dans ce genre-là, enfin, quoi qu'elle ait été jugée. Mais ça pose des problèmes quand même. Il y a un décalage. Ça pose un problème. Qui doit avoir raison, au fond. C'est vrai qu'on voit qu'il y a un vrai glissement. En réalité, on comprend que ces affaires-là, qui devraient rester dans un giron qui serait strictement judiciaire, rentrent finalement dans une problématique médiatique, et que sans avoir l'intégralité des éléments qui composent un dossier, qui composent une infraction qui pourrait être reprochée, les gens émettent des avis, émettent des opinions sur quelque chose qui aurait dû, en principe, rester dans le giron de la justice. Et ça, c'est une vraie... Et ça, en démocratie, c'est une vraie problématique. Il y a une affaire très, très actuelle, voilà, qui concerne la présomption d'innocence. Tout le monde parle beaucoup de la présomption d'innocence. C'est on ne va pas citer son nom, peu importe, un humoriste qui est accusé de viol. Et bon, pour l'instant, il est mis en examen. Mais mis en examen, on bénéficie de la présomption d'innocence. Et il devait être le héros d'une série. La chaîne qui devait l'employer a rompu ce contrat. Bon. On peut comprendre les deux arguments. Enfin, selon la présomption d'innocence, il aurait dû être, son contrat aurait dû continuer. On peut comprendre aussi la réaction de la chaîne qui se dit oui, mais si s'avère que les faits sont réels, ça pose un problème. Donc c'est compliqué l'application de ces principes. Mais est-ce que c'est un principe tel qu'on l'entend, le droit de ne pas être présenté comme coupable? Ça ne résiste pas à la médiatisation. Ça résiste pas à la réalité. Le vrai principe pour moi de présomption d'innocence en tant que pénaliste, c'est au fond la question de la charge de la preuve. Techniquement, c'est ça. La présomption d'innocence respectée, c'est que vous êtes un citoyen et tant que vous n'avez pas été déclaré coupable et que la juridiction n'a pas démontré votre culpabilité, vous êtes innocent. Là, elle joue à plein, ce principe joue à plein. Sur l'aspect de présentation de votre personne comme quelqu'un qui n'est pas coupable, donc il n'a pas été jugé par une juridiction judiciaire, bon, là, ça n'existe pas, en fait. Je crois que ça n'a jamais existé. C'est un peu on se méprend. Les gens qui sont poursuivis, qui utilisent ce non, ce c'est nous-mêmes, dans notre imaginaire collectif, qui considérons que la présomption d'innocence a toutes ses conséquences, mais elle ne les a pas, parce que vous êtes jugé par le tribunal médiatique, et voilà, la chaîne réagit à cela, et on comprend. Et on peut le comprendre. Enfin, je veux dire, voilà. Disons que là, il y a deux aspects. Il y a le premier aspect qui est celui qui est purement juridique et qu'effectivement, il faut respecter de manière impérative la présomption d'innocence. Et il y a l'autre aspect qui est un aspect peut-être plus commercial, dans lequel la chaîne dit, là, effectivement, on a des soupçons sur cet humoriste. Enfin, des soupçons pèsent sur cet humoriste. Est-ce qu'on peut présenter la série dans laquelle il était censé jouer? Est-ce que dans cet imaginaire collectif, ça va avoir la rentabilité que ça aurait dû avoir si jamais il n'avait pas été préalablement mis en examen dans cette affaire-là? Et il y a une autre difficulté avec la présomption d'innocence que l'on voit beaucoup dans des affaires qui sont médiatiques, c'est
finalement, son pendant, c'est la violation du secret de l'instruction. Enfin, c'est le secret de l'instruction et sa violation. Je pense notamment à cette affaire Jubilard. Dans le Tarn, où on suit quasiment, il y en a eu d'autres, on suit quasiment en direct les éléments qui sont contenus en procédure. Alors, je lisais, c'était le Parisien dans le Parisien la semaine dernière, où ils ont retranscrit quasiment l'intégralité de l'audition que Cédric Jubilard a eue devant le juge d'instruction. Ça pose un vrai problème. Si à la fin de cette affaire, Cédric Jubilard bénéficie d'un non-lieu ou qu'il est déclaré non coupable par une cour d'assises, bon, qu'est-ce qui restera de cela? Qu'est-ce qui restera de l'innocence qui aura été judiciairement déclarée? Dans les médias, dans l'opinion publique, il aura été, du fait de la violation de ce secret de l'instruction, nécessairement vilipendé à un moment comme un potentiel coupable. Et c'est ça qui restera. Et on aura deux réalités. La première réalité sera la réalité judiciaire de l'innocence, et l'autre réalité sera médiatiquement une forme de culpabilité malgré tout. Pardon, non. Non, j'allais ajouter qu'il y a un vrai problème de sémantique également dans la communication des affaires judiciaires. On entend très souvent, et alors le combat pour le respect de la présomption d'innocence devient un vœu pieux, c'est qu'on entend l'expression présumé coupable quand même. On l'entend très souvent lors de la présentation d'un procès, d'une instance. On entend le présumé coupable. On entend parler de victime et non pas de partie civile. Le jugement est quand même déjà un peu fait à l'avance et il est très compliqué. Moi, je me souviens de cette mesurette qui consistait à ne plus diffuser d'image de quelqu'un de menotté. Alors, on le présente avec les mains dans le dos, flouté, mais il est encadré de deux policiers avec une capuche sur la tête. Il sort d'un fourgon pénitentiaire, il rentre dans un palais de justice. Bon, ou bien on interdit ce genre d'image parce qu'on considère qu'elle porte atteinte à la présomption d'innocence, et ça n'est pas faux, de voir quelqu'un qui comparaît détenu, il est un peu moins présumé innocent que quelqu'un qui comparaît libre. Ce sont des choses qui sont évidentes. Donc, il fait vraiment un problème de culture générale de la présentation du procès. Encore une fois, et on l'entend souvent, la notion de présumé coupable vend plus que la notion de présumé innocent. Ou alors on accumule les charges et puis on dit à la fin, mais il est présumé innocent. C'est exactement ça. C'est vrai. Si vous rappelons c'est ça. Rappelons. Mais le mal est fait. Et ce que disait Geoffrey Miller est parfaitement exact, c'est-à-dire quid de l'impact d'une décision de relax au bénéfice du doute, alors qu'une campagne préalable de médiatisation a présenté la personne comme coupable. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme vous dites. C'est exactement ça. Mais je pense aussi que certains mises en examen, par leur réaction, notamment, je pense au monde politique, cette espèce de réflexe de réclamer ou d'anticiper, de démissionner de ses fonctions parce qu'on est mis en examen, c'est déjà envoyer un très mauvais message. C'est-à-dire, c'est la jurisprudence Balladur, toute mise en examen, et ça, ministre devait... Vous pouvez toujours ensuite dire que le mis en examen est présumé innocent, mais ce sont des présumés innocents qui démissionnent. Donc, je me retire le temps d'eux. C'est déjà forcément un message qui est d'une culpabilité présumée plus que d'une innocence présumée. Pour ce qui est du secret de l'instruction, il y a bien quelqu'un qui donne des informations. Ça vient... ça, c'est sûr. Votre avis, ça vient... Enfin, vous allez dire que ça vient plutôt des juges, non? Non, les avocats ont parfois intérêt. Enfin, moi, ça m'est arrivé que des avocats... Le secret, il est bafoué par celui qui a intérêt. Voilà. Ouais. En général, vous savez, c'est simple. Si le dossier est mauvais, ça vient pas de la défense. Si le dossier est bon, ça peut... Les sources, de toute façon, elles sont multiples. Il y en a trois. C'est le ministère public, c'est les services enquêteurs et c'est les avocats. Voilà. Et c'est ceux qui ont accès au dossier. On peut imaginer une périphérie, mais généralement, c'est une espèce de communication parce qu'elle sert les intérêts soit de l'accusation, soit de la défense, soyons très clairs. Moi, j'ai vu des dossiers dans lesquels les procès-verbaux de police étaient dans la presse avant d'arriver sur le bureau du juge. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est arrivé. Ça, c'est fait un drôle d'effet. Voilà, Marie Baboursi, vous êtes d'ailleurs intéressée au rapport entre le droit pénal et la médiatisation, je crois. Oui. Est-ce que ça change au fond la présence des médias, et notamment aujourd'hui en plus il y a les chaînes d'infos continues, donc il faut faire événement à tout moment. Est-ce que ça change au fond la façon de considérer le droit pénal, peut-être le métier des juges ou le métier des avocats? Alors, le métier des juges et des avocats, je ne vais pas être compétente pour vous répondre. Je pense que plus largement, dans cette médiatisation, j'inclurais le travail et les revendications des associations. La question du lanceur d'alerte, par exemple, me paraît quand même en lien avec
avec cette question-là de la médiatisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des institutions aussi, complètement privées, qui vont avoir un rôle de procureur privé, presque d'initiation, et au fond de mise en pâture de situations, de personnalités, pour des revendications politiques, juridiques, etc., qui peuvent être très légitimes. Donc c'est-à-dire que la procédure et les règles de la théorie générale du droit pénal ne résistent pas à cela. Les magistrats l'appliquent, et heureusement, nous sommes dans un état de droit, dans une démocratie, mais ça dépasse complètement la sphère juridique. Là, on est sur des rapports de force qui sont très différents, et puis peut-être sur la question de la place de la victime qui ne cesse de s'accroître. Ça fait partie aussi vraiment il y a une sorte de cette judiciarisation. Victimisation dans la société. Voilà, Enfin, oui, qu'on une reconnaissance. Alors, je pense basée sur des travaux, sur des travaux sociologiques, psychologiques, etc., qui disent que c'est nécessaire, mais ça a changé aussi le rapport, je pense, des victimes à la justice pénale, et en tout cas de la façon dont elles sont perçues dans les médias, avec un statut qui est reconnu beaucoup plus fortement. Donc tout ce cocktail, finalement, je trouve, fait reculer l'importance de la règle de droit, là, qui est dépassée par ces pressions extérieures, médiatiques et sociales. Là, on est en plein appel du procès Fillon, par exemple. Ça a été. Est-ce que sur un plan de théorie pénale, c'est une affaire intéressante, ça? Alors, oui. Alors, non, parce que ça s'est beaucoup discuté. Est-ce qu'il y a eu un empressement du parquet, etc. Il y a deux aspects, à mon avis, qu'on doit considérer dans cette affaire Fillon. La première, c'est que l'ouverture d'une information judiciaire procède d'une enquête qui avait été préalablement faite, et l'ouverture de cette information judiciaire a été réalisée parce qu'il y avait, au moment où ça a été fait, une difficulté de prescription sur certaines périodes dans lesquelles il y avait des suspicions sur François Fillon. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est celui de la mise en examen qui a été réalisée peut-être trop hâtivement, qui aurait été réalisée trop hâtivement de François Fillon. Mais est-ce qu'on ne doit pas... Alors, le juge n'était pas tenu finalement par la promesse de François Fillon. C'est lui seul qui vient sur le plateau de TF1 et qui dit « je me retirerai si je suis mis en examen ». Le juge n'est pas comptable de la promesse politique et électorale de François Fillon. La chose qui me ferait me retirer, c'est si j'étais mis en examen. Exactement. Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas dû considérer, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer à l'inverse que s'il n'avait pas été mis en examen au motif qu'il avait fait cette promesse-là, ça n'aurait pas été encore plus scandaleux? Donc, à mon sens, la question de l'empressement, elle ne se pose pas. C'est François Fillon tout seul qui s'est il s'est jeté dans son propre piège. Qui s'est mis dans son propre piège. Et finalement, l'enquête, elle a suivi des délais relativement normaux derrière. L'élection présidentielle s'est terminée. Il a l'information judiciaire aussi. Il a comparu devant un tribunal correctionnel. Maintenant, il y a un appel. En tout cas, sur le plan strict de la procédure pénale et de l'empressement possible du parquet ou d'une interférence du judiciaire dans le politique, personnellement, alors peut-être qu'autour de cette table on aura un avis différent, moi j'y vois rien de spécialement choquant. Moi, j'y vois un phénomène extérieur, celui qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que les magistrats sont soumis à une pression aussi. Il y a une pression médiatique sur comment voulez-vous ne pas répondre à cette pression-là. Je crois que c'est très difficile. C'est pas une pression de la hiérarchie au sens strict du terme, c'est que chaque magistrat a quand on est aussi visible que ce dont nous pouvons parler, ont aussi forcément des objectifs stratégiques de carrière qui sont tout à fait légitimes et qui font qu'il y a une réponse qui est aussi une réponse de communication, mais qui me semble être là, se combiner avec des réalités juridiques. Moi, j'y vois rien non plus de... Non, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans une espèce de paranoïa d'instrumentalisation des juges. Je n'ai pas le sentiment qu'il y a un traitement ni de défaveur ni de faveur. Encore une fois, le premier lien qui est fait entre la candidature et l'issue judiciaire, c'est le candidat lui-même qui l'a fait sur un plateau de télévision. Et après tout, on peut se dire que c'est peut-être pas plus mal qu'on apprenne avant une élection ce qui se passe plutôt qu'après. Ce qui est sûr, c'est que... Non, politiquement, politique. Sa difficulté, c'est qu'il avait fait campagne sur une forme de... sur une forme de morale. Il y avait une contradiction totale, absolument. Bon, et là, effectivement, de nouveau, il s'est retrouvé prisonnier du propre piège qu'il avait lui-même tissé. Mais cette intervention du parquet national financier, ça a argumenté une sorte de contestation du juge, et c'est le deuxième thème de l'émission, la contestation du juge.
Alors là, on est en pleine campagne présidentielle et on entend partout des candidats qui disent comment les juges annihilent l'action des policiers, ils condamnent, les délinquants sont laissés en liberté, enfin, etc. C'est vrai qu'il y a une accusation très forte contre de laxisme de la justice, quoi. Vous en pensez quoi? C'est tellement facile. Oui, c'est-à-dire que c'est tellement facile, mais ça prend dans l'opinion, parce Oui, que c'est difficile d'expliquer le droit, peut-être. Mais bien sûr, c'est-à-dire que le message simple prend. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dangers, au fond. C'est un problème de fond, un problème d'éducation, de culture, au fond, à la réflexion. Le problème est beaucoup plus global, il est très ancien. On ressort à chaque élection, ce sont les mêmes accusations, au fond. Il y a cette méfiance du politique à l'égard de la justice, pour des raisons qu'on comprend bien, qui sont justifiées, mais pas par le soupçon d'instrumentalisation de la justice, mais sans doute par un travail encore à faire sur la probité publique. Je crois que c'est quand même cela. Et puis, le deuxième aspect, c'est que... je me souviens plus de votre question, excusez-moi. Non, je parlais de cette accusation de laxisme oui. Le deuxième aspect, non, pardon, c'est quand même les questions... Et donc, de la complexité aussi d'expliquer que le droit, c'est aussi un respect des formes, c'est aussi un respect d'une procédure. Oui, puis de moyens. C'est vrai que non, mais on peut comprendre l'opinion qui se dit, voilà, il y a un type, je sais pas, un délinquant qui est arrêté par les policiers, qui est relâché immédiatement par la justice. On peut comprendre que ça interroge. Oui, alors je pense quand même que c'est souvent fantasmé que d'un fait divers particulier, c'est-à-dire d'une infraction réitérée ou d'une récidive, on va faire une règle générale, c'est-à-dire que bon, moi, le laxisme judiciaire, je le fréquente pas au quotidien, ou alors je suis très mauvais avocat, et j'ai que de très mauvais dossiers, mais je fréquente pas des magistrats laxistes. Enfin, vous allez en comparution immédiate, que ceux qui prétendent que la justice est laxiste assistent au moins à une audience ou deux pour voir qu'il y a des incarcérations, qu'il y a des mandats de dépôt immédiats, et qu'il n'est pas vrai que quand un policier interpelle, le lendemain la personne est dehors prête à recommencer. Ça n'est pas vrai. Et ça arrive, mais le risque zéro, il n'existe pas en matière de justice. Si vous ne prenez pas le risque social, alors c'est inaudible, je l'entends, pour la victime de celui qui a réitéré. Mais pour un qui réitère, d'autres ne réitèrent pas. Et vous ne pouvez pas prendre le risque social d'une espèce d'aveuglement répressif sous prétexte que certains qui bénéficient, encore une fois, non pas du laxisme, mais de normes applicables. C'est pas le juge qui invente la loi. C'est pas bon. Donc, non. En tout cas, le laxisme judiciaire général, moi, j'ai l'impression que ça n'est pas la réalité que je côtoie en tant qu'avocat. Mais vous entendez l'accusation? Oui, bien sûr. Bien sûr. Elle est répondue, quoi. Oui, mais elle est. Je suis avocat depuis 30 ans. En particulier dans cette période, quoi. J'ai toujours entendu. Dès qu'on est en période électorale, là, en plus, il faut être très clair. Il y a un sentiment d'insécurité qui a de nombreux visages. Oui. Donc la délinquance en est un, mais il y en a d'autres. Et il est facile, vous disiez tout à l'heure, c'est tellement facile de le dire. Oui, il serait peut-être aussi intéressant de le démontrer parce que ça permettrait de mieux réfléchir aux solutions qui sont les bonnes. Et là, ce fantasme de laxisme généralisé sur la petite délinquance me paraît, encore une fois, non conforme à la réalité que je connais. Marie Maboursi, vous parliez tout à l'heure de la complexification de la procédure pénale, qui permet sans doute... on dit souvent que les très bons avocats pénalistes ont souvent des spécialistes de procédure pénale. Oui. Mais bon, non, bon, forcément, ouais, mais il y en a, enfin. Moi, je ne partage pas tout à fait cette opinion sur la complexité ou la trop grande complexité de la procédure pénale. C'est vrai qu'il y a certains aspects de droit pénal et de procédure pénale qui, à un moment, viennent s'enchevêtrer et qui rendent parfois le contenu un peu indigeste. Ça, je peux l'entendre. Par contre, sur le fait qu'un certain nombre de normes viennent encadrer la perspective d'une privation de liberté d'une personne mise en cause, moi, ça me semble être tout à fait satisfaisant. À un moment, lorsque l'on voit les enjeux qui sont mis en balance, le fait que derrière une procédure pénale, fût-elle un peu complexe, vienne garantir cela, ça me semble être un équilibrage dans le rapport de force qui me semble, à mon sens, plutôt satisfaisant, même si j'entends que le corps n'est pas excessivement parfait. Mais oui, en fait, ça dépend de ce qu'on appelle complexification. Oui. Moi, je pense que vraiment l'empilement des réformes à un rythme très rapide. Alors, je pense aux nullités, par exemple. Oui, là, nous sommes complètement Les magistrats eux-mêmes
comme les policiers, ont des difficultés à identifier la règle, à bien l'appliquer. Bien sûr, un corps de garantie dans un État démocratique, c'est fondamental, et je vous rejoins complètement. Je parle de ces réponses aux faits divers, où on va ajouter une loi, et tout ça se superpose, s'enchevêtre, il n'y a plus de direction générale, au fond. Et je crois que pour les magistrats, comme pour les justiciables, c'est une difficulté. La compréhension par le justiciable, qu'il soit victime ou auteur du sens des règles qu'on va lui appliquer, me paraît fondamentale, et c'est cette complexité-là qui me semble exister aujourd'hui et qui nécessiterait un vrai toilettage qui supposerait un travail de fond, évidemment. C'est toute la difficulté, parce que ce n'est pas rentable immédiatement pour le politique. Un travail de fond, et qui serait en plus dépourvu de toute pression politique, pour justement qu'on qu'on en revienne simplement à la question stricte de la règle de droit, et non de toutes les interférences politiques qu'il peut y avoir lorsqu'on fait du droit pénal et de la procédure pénale. Mais c'est ce que vous dénonciez tout à l'heure, Maître Champagne, c'est-à-dire dès qu'il y a un fait divers, on fait une nouvelle. On pourrait presque, je me souviens d'un magistrat qui me disait qu'on pourrait presque associer le nom d'un fait divers à chaque réforme d'importance de la procédure pénale, ou du droit pénal d'ailleurs, presque. Mais d'ailleurs, dans un dossier récent et dramatique, on a même proposé que la réforme législative porte le nom de la victime. Donc vous voyez que ce n'est pas une fiction, c'est bien une réponse à un fait divers, dramatique, monstrueux. Mais c'est la réponse à un fait divers qui fait réfléchir tous les professionnels, et rapidement, parce qu'il faut une réponse politique très rapide, et rapidement, et avec un phénomène d'empilement qui nous rend la tâche très complexe, et que ce soit au niveau des magistrats, au niveau des policiers, du service enquêteur, les gendarmes et policiers, et puis du service des avocats, parce qu'encore une fois, on ne se soucie pas forcément des modifications périphériques d'une réforme qui est destinée à apporter une réponse très ciblée à une émotion politique. Marie-Emma Boursier, c'est la spécialiste donc, de droit pénal. Il y a des efforts de simplification, enfin des tentatives de simplification du code pénal, du code de procédure pénale. Et est-ce qu'il y a un besoin d'ailleurs de ça? Alors, le code pénal, je vous rejoins moins sur je trouve quand même, il y a des réformes, mais je trouve qu'il y a quand même une plus grande stabilité. Alors peut-être en droit des peines, c'est plus instable, mais je trouve quand même qu'il y a une plus grande stabilité du code pénal qui me paraît assez clair, je trouve bien rédigé. Enfin, globalement, je situerais moins la problématique sur le code pénal, c'est-à-dire la description des infractions et des peines, que sur la procédure pénale. Il y a eu des tentatives de dépénalisation, donc de toilettage, de messages plus clairs à envoyer, mais qui n'ont été toujours que partiels. Alors, je ne sais pas ce que les États généraux de la justice, si nous contribuons les uns les autres à essayer d'appeler à ce type de réforme, mais ça n'a pas été un mouvement massif, cette simplification. Je crois que vraiment, je ne crois pas avoir perçu que c'est une priorité du législateur en procédure pénale. Mais est-ce que parmi les chercheurs, les enseignants, il y a des travaux là-dessus sur... Oui, alors bien sûr, il y a des spécialistes de procédure pénale dont je ne suis pas. Mais bien sûr, il y a des appels. Mais en même temps, les enseignants-chercheurs, comme dans toute la société, s'hyper spécialisent. Parce qu'aujourd'hui, en étant pénaliste, moi, je ne peux pas suivre aussi finement et le droit pénal général, et le droit pénal spécial, et la procédure pénale, le droit pénal européen, et le droit pénal international. Donc il y a aussi ce phénomène qui ne permet pas d'appeler tant que ça une réforme plus globale. Donc je crois que ça reste quand même un sujet qui me paraît difficile à résoudre. Est-ce que je peux poser une question à la Zemmour? Il y a une féminisation des professions judiciaires. Je crois qu'à Versailles, le barreau le plus féminin de France. Absolument, en pourcentage. En pourcentage, parce qu'évidemment que des barreaux qui ont un effectif beaucoup plus nombreux ont plus de femmes avocates, mais en pourcentage, vous êtes à 60. Au plus, on est à presque à 66, 68%. Mais depuis pratiquement les années 50. Donc, on est donc. Ah oui, c'est pas forcément récent. Non. On peut même s'étonner que ce soit Versailles, avec la réputation quelquefois qu'on lui attribue, qui soit le fer de lance de cette modernité. Depuis les années 50, nous sommes le barreau le plus féminisé de France. Et il y a une féminisation de la magistrature. Je ne dis pas que c'est une féminisation, donc laxisme, mais est-ce que ça change? Non, j'ai pas dit ça. Non, vraiment pas. Je crois que même justement que la situation est totalement inverse. Mais est-ce que ça change un peu l'appréhension, enfin de la façon dont de la justice au fond?
ou Bon, pas? je pense qu'il y a un principe auquel nous astreignons, c'est qu'il n'y a pas de sexe sous la robe. Je pense que c'est tout à fait la même chose pour les magistrats et l'ensemble des professions du droit. Je pense qu'il n'y a pas de lien nécessaire entre la féminisation et quelques événements, circonstances que l'on pourrait constater. Enfin, en tout cas, moi, C'est plus la culture des justiciables, culture individuelle de chaque justiciable qui peut être heurtée, et puis de lui donner facilement le prétexte à penser que parce que c'est une femme qui a rendu une décision dans son dossier de divorce, l'homme qui divorçait... Voilà. Oui. Enfin, c'est sachant un quand problème. même qu'il reste dans ses professions, comme dans la magistrature, voilà, beaucoup de travail à faire pour la promotion des femmes. Oui. Parce que si les magistrates Voilà. sont C'est à quel niveau, sont oui. nombreuses, Ouais. à quel niveau? Alors, ça commence à se féminiser Ça commence, sur des oui. postes clés, mais ça reste, quand vous voyez les tranches les plus élevées de la magistrature, ça Oui, reste, je vous regardez le président ça de la reste Cour de encore, cassation et le des procureur, équilibres. ce On a sont des eu hommes, une hein. présidente de la Cour de cassation. Il y a eu en effet. une femme. Oui, tout à fait, Hein? Madame Rosès, Ouais. mais c'est pour ça que pour moi, le point du milieu, c'est un artifice. C'est-à-dire, c'est pas du tout la question. Il y a tellement de choses à faire. Et vous parliez du justiciable, mais il y a ce réflexe-là. Mais 2 ans au barreau, dans une réunion en droit de la concurrence, par exemple, si vous êtes la sachante, c'est le confrère d'à côté qu'on va regarder comme tel. Enfin, moi, c'est mon expérience, Ça voilà, vous a- qui est moins présente chez les enseignants-chercheurs, bon, mais pour des raisons peut-être culturelles. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est pas nos professions. Je crois que c'est globalement la C'est- société, oui, c'est la qui société, va ouais. évoluer. Alors c'est vrai que c'est une évoluera. vitrine, hein. La justice elle reste une vitrine Oui. de la société, et qui recueille par définition, qui ne gère que des situations conflictuelles, sinon on n'y est pas. On Oui, parle c'est pas nous. de justice. Donc on est de toute façon à fleur de peau. Moi ce qui est certain, c'est que je n'ai jamais ressenti la moindre différence d'analyse de laxisme, de sévérité, que le magistrat soit un homme, qu'il soit une femme. Je serais bien, mais évidemment, il y a même des études statistiques sur les jurys à l'époque. Est-ce qu'un jury Oui, est-ce qu'un féminin, jury féminin, et ouais. puis en fait, on s'aperçoit que non, c'est Ça pas... dépend des affaires, peut-être. Ça non dépend des affaires, Hein, ça dépend des du affaires. milieu social, ça dépend de la profession effectuée, ça dépend de la Oui, culture c'est de la ça, il y a personne, ça plusieurs dépend de la facteurs, sensibilité. Il y a Et quand vous tellement de plaidez en facteurs. assise, par exemple, vous regardez quand même la composition du jury, Oui, alors... mais on est-ce que peut- ça sert à quelque chose? Ça, c'est très particulier. On ne sait pas, en fait. On sait pas, On oui. ne sait pas, critères on ne sait qui- pas. Il faudrait pouvoir faire techniciens. 2 ou 3 procès identiques avec Ah oui, un avec des jury jurys plutôt différents. masculin, un jury Ouais. plutôt féminin, plutôt jeune, Ouais, parce que ouais. plutôt âgé, parce qu'il y a plein de critères. absolument. Encore une fois, comment est-ce que le jury de juré de 60 ans juge comme le juré de 25? Non, sans doute pas, mais c'est vrai qu'on va éviter. Moi, je sais que mon filtre, parce que il n'a pas forcément de vertu, c'est la profession, parce que c'est plus. On se dit peut-être que la profession va influer sur la Oui. sensibilité à l'infraction qui est reprochée. Bon, voilà, mais c'est certainement pas homme-femme. C'est comme on dit, c'est un peu au doigt mouillé. hein. Oui, puis alors, vous savez. C'est la spécificité du jury d'assises. en c'est plus, ça, hein. Là, c'est le jury vrai que- populaire et- Voilà. Justement, le fait qu'un certain nombre d'affaires vont être retirées au jury populaire, là encore, pour accélérer, je pense, la procédure, vous pensez que c'est une bonne réforme ou une mauvaise réforme? Bah, alors, ce qu'on peut regretter, c'est que la Cour criminelle, ça devait être une expérimentation, et puis Oui. en fait, ça va devenir une règle à cause ou grâce au confinement, enfin, aux difficultés sanitaires. Puisque Oui. la Ah oui, généralisation, d'accord. elle est née d'abord des difficultés sanitaires. On s'est dit, on va faire ça entre magistrats, on aura moins de jurés, parce que Oui. une session d'assises, c'est 35 ou 40 personnes qui viennent se C'est rassembler, ça. etc. Bon. Sur le reste, en tout cas, sur la Cour de Versailles, à part la présence du jury populaire, il n'y a aucune différence de traitement de l'audience, qu'on soit en cour criminelle, sans juré, ou en cour d'assises avec juré. Ça, c'est vraiment, à Versailles en tout cas, le jeu est joué, j'allais dire. J'aime pas trop l'expression le jeu, mais vraiment, l'esprit de la réforme est là, c'est-à-dire qu'on juge comme avant, mais sans juré. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Je ne suis pas convaincu que les jurés soient naturellement laxistes. Pas non plus convaincu Non, qu'ils non. soient naturellement sévères. Ce qui est certain, c'est que dans certains dossiers, je trouve, à mon expérience, mon retour, c'est qu'il y a peut-être une plus grande homogénéité du propos de l'avocat, puisqu'il s'adresse à des professionnels. Quand vous adressez à des jurés, il vous appartient quelquefois d'être pédagogique et vous ennuyez les magistrats, il vous appartient quelquefois d'être technique et vous perdez les jurés. Et c'est vrai que, encore une fois, oui. chaque dossier mérite sa réponse. Ce qui est certain, c'est qu'encore une fois, quand le jeu et quand la règle est respectée, et qu'il ne s'agit que, et qu'on n'a pas perdu, que ce n'est pas devenu une grosse audience correctionnelle, je sais que certains confrères sont vent debout sur Oui, la génération de la ça, Cour criminelle. oui, absolument. Ce qui est certain, c'est que, en revanche, moi je sais que ce qui est fondamental pour moi, c'est que la Cour d'assises classique
reste la cour d'appel. Et là, oui, parce que même dans l'esprit, quand on a... S'il y a appel, ça sera... C'est toujours la cour d'assises classique. Mais c'est vrai qu'à une époque, d'ailleurs, intellectuellement, se dire que le jury populaire, qui est donc souverain, puisse être frappé d'appel parce qu'on va en rajouter 3, intellectuellement, ça pose un problème. Donc, d'autres jurés auraient une analyse différente du peuple. Alors que là, on a la cour d'appel criminelle, la cour d'assises criminelle, qui retrouve, je trouve, tout son sens en disant les magistrats professionnels ont parlé, on va donner cette fois la parole au peuple pour savoir. Oui, on est toujours dans cette fiction, la justice rendue au nom du peuple, et le peuple ne peut pas se tromper. C'était ça le fondement des jurys d'assises. Il n'y avait pas d'appel avant. C'était cohérent. C'était cohérent qu'il n'y ait pas d'appel. C'était éprouvant, mais cohérent. Le peuple ne peut pas se tromper. Alors que là, ce qui serait dramatique, c'est une suppression de la cour d'assises, parce que c'est la plus belle, bon, je parle en pénalisme, c'est la plus belle juridiction dans le droit français, c'est la cour d'assises, on a le temps, on a le luxe, on a le temps d'essayer de comprendre, on a le temps d'entendre, on s'interroge sur tout, sur le pourquoi, sur le quand, sur le comment, et ce luxe-là, il ne faut absolument pas qu'on le perde, parce que c'est vraiment la garantie du procès équitable. Oui, puis il y a une valeur symbolique. Il y a le symbole. Aussi, puis on juge le plus grave, à l'État démocratique. Donc on peut pas... Oui, mais ça, c'est toutes les réformes. Je me souviens que c'était Maître Floriot, quand la peine de mort a été supprimée, qui a dit ils ont tué le métier. Il reste à part la peine capitale, il reste des sujets de préoccupation. Vous savez, quand on entend parler de 30 ans, par exemple, ou de perpétuité, c'est bien. Ça commence à être un enjeu. Alors, on va passer à la dernière partie, justement, qui est... il y a la contestation des juges, et puis, dans cette contestation, il y a le fait que certains disent les juges sont en train de prendre le pouvoir, et j'aimerais avoir votre réaction sur ce sujet. Le pouvoir des juges. Alors, on parle beaucoup, du gouvernement des juges. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette expression? D'abord, c'est varié, parce que ça dépend des... Il y a beaucoup de domaines, mais... Oui. Déjà, il faut prendre un peu de recul, évidemment. Il y a eu plusieurs phénomènes, sans doute, qui expliquent cette assertion sur le pouvoir des juges. C'est d'abord la montée en puissance des juridictions, dans les années 70, avec le Conseil constitutionnel, et puis avec la place du Conseil d'État, avec les autorités administratives indépendantes, avec les juges européens. Donc, en effet, il y a eu plus d'offres de droit, si j'ose dire, plus de possibilités de saisir le juge, mélangé et mêlé avec cette judiciarisation, c'est-à-dire plus de saisines des acteurs sociaux, la sollicitation des juridictions. Tout ça peut déjà expliquer cette place plus grande que l'on donne aux juges, les affaires politiques. Et je pense au fond à ce lien-là. Pour moi, cette accusation de gouvernement des juges, c'est au fond un décentrement de la notion d'État. En France, traditionnellement, le droit et l'État sont liés, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, où le droit, là, est plutôt une protection du citoyen contre l'État fédéral. Ce n'est pas du tout notre cas en France. Et au fond, il y a un polycentrisme qui s'est installé avec ces juridictions, avec la mondialisation, avec l'européanisation, qui fait que cette européanisation, notamment, il me semble, a donné plus de droits, des droits et libertés fondamentales aux citoyens qui revendiquent leur application et donc qui saisissent ces juridictions pour cela. Oui, bien qu'elle est contestée beaucoup aujourd'hui. Mais voilà, et au fond, ils n'ont plus le même rapport à l'État. Il y a une sorte d'autonomisation du justiciable à l'égard, et à l'égard du droit. Et puis il y a un second phénomène qui, pour moi, est en lien avec les affaires politico-judiciaires, c'est qu'au fond, aujourd'hui, l'État aussi fait appel au droit. L'État qui était là, immanent, fait appel au droit parce qu'au fond, le politique a besoin, dans la recherche d'une éthique publique plus grande, de cet encadrement par le droit pour se légitimer, au fond. Et la conception de la démocratie, c'est l'élection de nos représentants. Et puis aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aussi le citoyen qui peut faire valoir ses droits et ses libertés et qui, au fond, recherche l'assurance d'une forme d'éthique publique? Donc tous ces phénomènes expliquent pour moi cette idée de gouvernement des juges et le replace aussi en quelque chose de beaucoup moins effrayant comme monstre, parce que je crois fondamentalement à la force de nos mécanismes démocratiques. Je ne me sens pas du tout, moi, menacée par un gouvernement des juges. Voilà. Sur ce sujet, Champagne le juge, il faut le saisir. C'est pas lui qui ne prend pas le pouvoir. Donc le juge, quel qu'il soit, qu'il soit civil, pénal, administratif, national ou international, il est saisi. Donc il répond à une demande qui est faite, quel que soit celui qui fait la demande. Donc c'est bien qu'on en a besoin. Donc moi,
J'ai un peu de mal à comprendre. Alors oui, on peut imaginer que par moment, une décision judiciaire prise par un ou plusieurs juges ait une influence politique. Ouais, on a notamment sur les chronologies de certains procès, on s'est étonné d'eux, etc. Mais le juge répond à une demande, que ce soit celle de la société, que ce soit celle d'un justiciable, d'une victime, que ce soit celle d'une association, peu importe. Mais la réponse, elle est donnée parce qu'on lui demande une réponse. Oui. C'est pas non, il n'y a pas de. Ouais. Donc si on estime qu'on est garanti dans nos droits, ben on le saisit pas le juge. Donc c'est pas vraiment pour moi une prise de pouvoir, mais une réponse effectivement qui peut avoir la sérénité de la règle de droit, que la personne qui le saisit ou qui lui demande de répondre, c'est ça que le juge apporte, et c'est pas une prise de pouvoir. Moi, j'en ai pas le sentiment. Après, que la politisation des juges, quelquefois, ait une influence sur certaines décisions, peut-être, sans doute, et que ça devrait, c'est vrai qu'on pourrait imaginer. Mais ça a toujours eu lieu, ça. Ça a toujours eu lieu. Et puis, il y a quand même des contre-pouvoirs. Hein. Oui, c'est même plutôt rassurant finalement qu'on puisse avoir quand même dans un. On peut faire de bruit en artois. Par exemple. Voilà. Mais ça a toujours existé. Il y a des contre-pouvoirs. Mais donc il n'y a pas de mise en cause de ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Parce que j'ai vu une phrase de Bruno Retailleau qui dit on a le sentiment que l'état de droit et la démocratie sont entrés en conflit. C'est une phrase bizarre. Oui. Bah, est-ce que pour lui c'est ce sentiment exprimé que peut-être trop de personnalité. L'état de droit et la démocratie, ça va quand même un peu de pair, en principe. On peut s'étonner si le fond de sa pensée c'est que trop de personnalités de sa famille politique sont tombées dans les fourches codines de la justice. On peut comprendre une forme de frustration de sa part, mais malgré tout, ce que je vous disais, c'est que moi je trouve ça plutôt sain qu'à un moment, il y ait des juges qui puissent se prononcer sur certaines affaires qui doivent tomber justement dans le giron de la justice. Et c'est justement le fait que des hommes politiques puissent à un moment être mis en cause, c'est là où on voit que la séparation des pouvoirs joue pleinement son œuvre, puisque le judiciaire n'hésite pas à aller, lorsque des infractions sont commises, on parle encore de droit pénal, sur le terrain des hommes politiques, et donc à fortiori de l'exécutif. Avec des décisions qui d'ailleurs rendent hommage à la démocratie. On s'étonne quelquefois de la sévérité de décisions rendues en droit pénal des affaires ou en droit pénal politico-judiciaire. Ce qui est certain, c'est que la justification de la sévérité de certaines décisions, elle est toujours l'image de l'homme politique, le rôle qu'il a dans la société. Monsieur, vous êtes un ancien président, monsieur, vous êtes un ancien ministre, monsieur, vous êtes... C'est systématiquement cela qui est rappelé comme toile de fond de la sévérité apparente de la décision. Le jugement de Sarkozy. Par exemple, on ne lui dit pas, monsieur, on vous condamne sévèrement parce que vous êtes d'abord politique. Non, on lui dit, monsieur, vous avez une image. Bon, après, on peut le discuter, c'est discutable, les avocats plaident, mais... C'est cette légitimité que les politiques recherchent, l'éthique publique, bien sûr. les réflexions. La preuve, c'est que ça devient un argument de campagne. Mais exactement. Ça devient moi, je serai... il n'y aura pas de problème avec moi, il n'y aura pas d'affaire. Et après, c'est la faut tenir. Mais regardez, en plus... Faut-il que la justice soit d'accord avec cette assertion. On ne peut pas faire par morceaux choisis comme ça. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle d'avoir un regard global. Il y a eu combien de saisines des juridictions, donc du juge, pour obtenir plus de libertés individuelles. On parle d'atteinte à la démocratie par le juge. Certains ont considéré, par exemple, que sur certaines atteintes à nos libertés individuelles, je parle notamment des mesures sanitaires qui étaient prises, qui sommes-nous allés voir pour que les mesures soient analysées d'un point de vue juridique? Le juge. Et le juge, il n'a pas toujours été du côté de l'État. Il a même été, au contraire, du côté de la négociation, en disant non, ça vous pouvez pas, c'est trop attentatoire. Donc, encore une fois, le juge, il répond à une question qu'on lui pose. Il se saisit pas d'office. Il y a d'autres sujets, on n'a pas le temps de les aborder aujourd'hui, dont la mise en cause, par exemple, des normes européennes, enfin, qu'est-ce qui est supérieur ou pas supérieur les traités. Parce qu'on arrive à la conclusion de cette émission, il y a les États généraux de la justice qui se tiennent actuellement. Qu'est-ce que vous en attendez ? Oh, je ne sais pas, nous verrons. C'est très bien, ça fait partie. Ça, c'est démocratique, c'est-à-dire c'est les nouvelles modalités de consultation, comme le fait la Commission européenne, de l'ensemble des parties prenantes de la justice. C'est bien que de son pareil. C'est très bien. Voilà, on verra sous le patronage d'un comité indépendant présidé par Jean-Marc Sauvé. Donc, voilà, on est quand même, c'est tout à fait honorable. Qui a présidé la commission. Exactement, du vice-président du Conseil d'État. C'est toujours bien de réfléchir en commun à des thèmes, mais ça me paraît être une bonne démarche. Après, la question de ce que l'on fera de ces conclusions, ça, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais en tout cas, y réfléchir, c'est de toute façon une bonne chose. Est-ce que le seul problème, c'est pas celui du budget, au fond ? Non.
Non, Non, je pardon. crois pas. C'est Non, non, de ce qu'on en fait. Parce que je oui. crois qu'il y a Parce quand même, qu'on- enfin, oui, dans enfin, les on est- personnes publiques, on est quand même très en dans retard en France, non l'université, il y a une question. Bien sûr qu'on a souvent besoin de plus d'abondement de nos budgets et qu'il y a des tensions budgétaires, mais il y a quand même une question d'allocation, d'allotissement bien placé des sommes et des budgets dont on Ah oui. dispose. Et il me semble que dans la justice, même si pour former notamment des greffiers en chef, on voit à quel point certains sont dans des difficultés budgétaires, certains tribunaux, mais je pense qu'il faut réfléchir à la répartition de ces budgets, à la façon dont on travaille, etc. Donc je ne crois pas que ce soit du tout qu'une question d'argent. Je ne crois pas. Enfin, C'est ça n'est peut-être pas le principe. qu'une question d'argent, Mais mais ça c'est l'est aussi, c'est quand même. une Ça question l'est d'argent. aussi. On est quand même principal. un des pays qui dépense le moins pour sa justice. Bah, Dans le chaque- pays. il suffit d'aller à aux rentrées solennelles des juridictions pour constater quand même qu'il y a un déficit de personnel et que s'il y a un déficit de personnel, c'est aussi quelquefois un déficit budgétaire, qu'on manque de moyens pour certains aménagements, on est en train de travailler sur la numérisation, tout est compliqué, Alors il n'y a pas que le budget, il y a aussi la complexité Oui, du c'est parcours ça. décisionnel sur certains ministères, entre la juridiction qui appelle certaines choses de ses voeux et puis la réaction ministérielle qui est d'une complexité absolue, des méandres qui sont absolument incompréhensibles pour un non-initié. Mais c'est les états généraux. Tout est bon quand on consulte, parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que vous parliez d'affectation des budgets, quelquefois qui sont alloués sans vraie coordination, sans prise de consultation de tous les acteurs. C'est-à-dire de quoi avez-vous besoin, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Là, ça va dans le bon sens. Les modalités de la consultation ont donné lieu, et ce serait trop complexe de le détailler, ont donné lieu à la manifestation d'un certain mécontentement de la profession, parce qu'on n'a pas compris comment quelquefois la profession était consultée, alors que nous avons au moins 2 organismes de représentation nationale, qui sont le Conseil national des barreaux et la conférence des bâtonniers. Bon, voilà, il aurait peut-être été urgent de consulter cela avant d'organiser d'autres modalités, mais tout ce qui va dans le sens de la consultation au préalable. Maintenant, on fait ça vite. Il faut voir les délais qu'on nous demande. Ça n'incite pas forcément à prendre le temps de la réflexion, donc ça va encore être fait un petit peu dans l'urgence. Voilà. Merci infiniment. Merci à tous. J'avais une autre question, mais on n'aura pas le temps de la traiter aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une loi pour dire qu'un avocat ne peut devenir ministre de la Justice que s'il n'a jamais défendu personne? Ça éviterait les conflits d'intérêts. Merci infiniment, Marie Boursier. Donc vous allez mettre la robe rouge pour la rentrée solennelle, la robe noire des avocats aussi. Merci beaucoup, Frédéric Champagne et Geoffrey Meillet. Merci, Patrice Carmouze. Et à très vite pour un nouveau numéro de PAF.